La Chine, on pourrait dire qu'elle est tombée dedans quand elle était petite. Depuis, elle est sortie du chaudron et a commencé à concocter ses propres potions. Camille Brugier a fondé La Chiniste, une entreprise spécialisée dans les politiques commerciales, économiques et technologiques chinoises. Aujourd'hui, nous parlons ensemble d'éducation, de géopolitique, de cinéma, de musique et même de gastronomie. Il y en aura pour tous les goûts. Bonne écoute à toutes et à tous. Et surtout à cause de votre mauvais caractère. Oh, quel gars. Mauvais caractère, mais joli nez. Très joli nez. Et toi, à 7 ans, quand tu arrives là-bas, est-ce que tes parents décident de te mettre à l'école, dans une école chinoise, ou est-ce que tu commences par faire tes premiers pas dans un environnement plutôt francophone? La première année, on a été mis à l'école. Alors, on est trois sœurs, pour être clair. Euh, et en fait, on a été mis à l'école française la première année, histoire de s'adapter. Voilà, je pense que c'était l'idée. Et puis, en fait, l'opportunité s'est présentée d'entrer dans une école chinoise qui cherchait à créer des classes internationales. Donc, du coup, c'était pas des classes de chinois dans lesquelles j'ai été mise, c'était des classes d'étudiants internationaux au sein d'une école chinoise. Et donc, du coup, j'étais avec essentiellement des étudiants d'Asie, hein, donc beaucoup, beaucoup de Coréens du Sud. Et donc, du coup, j'y ai passé ouais, 2 ans pleins dans cette école. J'ai fait une école chinoise plus tard, un peu plus tard, mais déjà, on a fait ces 2 années-là et c'est en fait, vraiment là que j'ai appris le chinois de façon très scolaire, puisque j'ai été mise dans une classe où en fait on ne parlait que chinois. La difficulté de cette année-là, c'est que du coup, j'aurais dû normalement rentrer en CE2, si je ne dis pas de bêtises. Et en fait, ils m'ont mis une année plus bas à l'école chinoise. Ils m'ont mis en l'équivalent du CE1. Parce que, comme tu le sais très bien, le chinois est une langue cumulative. Donc, du coup, si je rentrais directement en CE2, je risquais d'avoir trop de caractères à rattraper, en fait. Donc, du coup, cette première année, c'était assez intense parce que, du coup, au niveau du programme du chinois, je devais faire à la fois le programme de CE1, on va dire, et le programme de CP en une année, histoire de rattraper le niveau de mandarin, quoi. Donc, j'avais beaucoup plus d'heures de chinois que les autres élèves de ma classe, ce qui faisait que je loupais d'autres cours, par exemple les cours d'art plastique, certains cours de sport, pour faire du mandarin renforcé, en fait. D'accord. Donc, tu avais en plus du parcours habituel à la chinoise, tu avais en plus des cours de chinois. Et j'ai une question qui me vient là de façon impromptue, mais ça veut dire que, donc, par exemple, tes cours de maths, tu devais tout faire en chinois et tu devais avoir le même niveau que les élèves chinois? Oui, tout à fait. C'est-à-dire que enfin, j'ai un souvenir de ça très clair, parce que je me souviens de me dire, mais même ça, j'y arrive pas, quoi. C'est-à-dire que je comprenais rien aux énoncés. Enfin, en fait, comme tout est en chinois, enfin, normal, quoi. Comme en France, un étudiant étranger qui arrive, tout est en français, donc on comprend rien. Ben, en fait, je comprenais rien dans tous les sujets, quoi. Et vraiment, les 6 premiers mois, c'était vraiment le challenge sur ces questions-là, parce que c'est au-delà de la question de la langue, il y a enfin, une question de fonctionnement qui est quand même très, très différent d'une autre en termes de valeurs véhiculées, en termes de logique même. Pourquoi est-ce qu'on fait les choses? Qu'est-ce qui est important? Pourquoi est-ce qu'on fait ça de telle manière et pas de telle autre? Enfin, c'était perturbant, on va dire. C'est le terme que je vais choisir. C'était assez perturbant et moi, je voulais être une bonne élève. En fait, c'était mon fonctionnement, quoi. Je voulais être une bonne élève et j'ai mis du temps à y arriver, quoi. Ça a été difficile de comprendre comment il fonctionne. Et il y avait tout un tas de trucs qui me passaient un peu au-dessus à l'époque, mais par exemple, je savais pas trop me comporter. Tous les lundis matins, il y avait la levée du drapeau.
Alors, on m'avait dit, c'était à 7h30, et on m'avait dit, bah, t'es pas obligé de chanter la chanson, t'es pas obligé de lever la main. Et en fait, moi, je savais pas ce que je devais faire, quoi. Je savais pas comment je devais me tenir, enfin, comment me comporter. Enfin, du coup, j'étais un peu vraiment, ouais, perdue là, à me dire, mais pourquoi je suis là, qu'est-ce que je fais là? Et je comprenais pas du tout, voilà, les enjeux de nationalité, les enjeux d'identité. Mais clairement, je me disais, enfin, moi, à l'époque, je me disais, je comprends pas pourquoi moi je chante pas, pourquoi est-ce que moi j'ai pas le petit foulard rouge. Enfin, en fait, moi, je voulais être comme les autres. Je cherchais à me conformer, mais comme les enfants, hein. Enfin, je veux dire, y a rien de spécial. Mais au bout de 6 mois, en fait, au moment où j'ai pu commencer à vraiment m'exprimer en mandarin, c'est rentré dans l'ordre, hein. Comme enfin, je vivais ça, quoi. Donc, ça me paraissait pas ni absurde, ni problématique. Enfin, moi, je vivais ma petite vie. J'étais très heureuse dans cette école. La vérité, c'est que j'ai été très heureuse une fois cette période très compliquée du début passée, j'ai été très contente, et je me sentais bien, en fait. Ouais, j'étais curieux de te demander un peu ton avis parce que je l'ai jamais vécu de l'intérieur pour l'éducation dans ce genre de contexte, mais c'est vrai qu'en Chine, il y a, même si tu regardes le caractère, tu sais, pour dire enseigner, Jiao, tu as tu as la notion que l'étudiant est un peu sous un bâton. Alors, souvent, je pose la question parce que il y a un espèce de bâton qui, parfois, on l'explique que c'est un bâton qui vient pointer. En fait, si tu remontes au caractère de Diaguen, c'est un enfant qui regarde des croix, un peu comme s'il étudiait les mathématiques, justement. Et puis, il y a ce bâton qui, soit c'est un bâton qui vient indiquer, qui vient pointer au tableau pour lui montrer les croix, ou soit ça peut être aussi un bâton plus punitif de l'éducation à la chinoise, vraiment à la dure, où il peut y avoir des violences physiques vraiment à l'ancienne, quoi. Toi, comment tu l'as vécu? Est-ce que tu as trouvé que c'était violent? Est-ce que tu disais, tu l'as plutôt bien vécu? Bah, globalement, je l'ai bien vécu parce que j'étais bonne élève et que je m'en sortais pas trop mal, en fait. Donc, du coup, j'étais pas. Enfin, je me souviens de sessions, pas d'humiliation publique, c'était pas le terme, mais à la fin de chaque semestre, on avait un moment où, en fait, la professeure ou le professeur soit mettait en avant des élèves et leur donnait des petits cadeaux. Alors, c'était des gommes, des crayons, des trousses, un tas de choses comme ça. Soit, bah, clairement, faisait venir des élèves qui s'en sortaient pas au tableau, pour dire qu'il fallait qu'ils se reprennent et que c'était pas, enfin, c'était très violent, ça. Mais à l'époque, je me rendais pas trop compte. J'avais juste pas envie d'être à sa place. Mais je me rendais pas vraiment compte de la violence très claire de cette façon de se comporter, de cette façon d'éduquer. C'était pas tout à fait clair pour moi à l'époque. Mais oui, après, nous, on n'a pas eu de violence physique. J'ai aucun souvenir de ça. De toute façon, c'était aussi une vitrine, hein. Enfin, c'était les premières classes pour les étrangers à Pékin dans une école chinoise. Je veux dire, ils n'avaient pas intérêt. C'était quand même hyper soft, hein, d'un point de vue. Enfin, en tout cas, c'était de la violence psychologique et pas physique, c'est sûr. Ouais, ouais, je pense que aussi dans les années 90, ça avait dû pas mal évoluer, mais oui, j'en ai parlé quelques fois à des amis chinois qui me disent que tu as le terme, tu sais, ma suéchan, le fait de se faire insulter, entre guillemets, par le professeur, que c'était quelque chose de très commun. Et bon, c'est quelque chose que je pense que notre génération en France a beaucoup moins connu. Mais oui, en Chine, ça persiste. Et effectivement, quand tu es du côté des mauvais élèves, les choses peuvent être beaucoup plus compliquées à gérer, quoi. Ouais, c'est ça. Surtout que, enfin, dans mon souvenir, c'était toujours les mêmes. C'était clairement toujours les mêmes qui avaient des gommes et toujours les mêmes, voilà, qui se faisaient, enfin, pas insulter, c'était pas vraiment ça, mais euh, enfin, qui se retrouvaient dans une situation quand même plus que délicate, quoi. Et quand toi, t'es rentré en France, donc à l'âge de 14 ans, tu as dû avoir un niveau astronomique en maths. Bah, écoute, contrairement à ce qu'on pense, pas tout à fait, en fait. C'est-à-dire que, en fait, j'ai passé mon éducation
à essayer de rattraper les retards divers et variés que j'avais, parce que évidemment, l'école chinoise, ben, je prenais du retard en français, je prenais du retard en géographie, enfin dans d'autres matières. J'ai quand même fait 7 années de CNED, hein, faut le dire. Donc la réadaptation à la France, ça a été une période aussi pas évidente. Je pense que je dirais que c'est ce qu'il y a eu de plus difficile. Parce que, je sais pas, 14 15 ans, c'est vraiment un âge qui est très sensible d'un point de vue identitaire. Et moi, mon identité, c'était n'importe quoi. À la maison, on parlait un mix de langues. C'était pas cohérent. En plus de ça, j'avais quand même vécu 7 années d'expatriation dans des villes quand même, enfin, pas toujours à Pékin, donc parfois en cercle plus que restreint. Et donc, du coup, je connaissais rien à la France, quoi. Je connaissais rien au code. Je savais pas du tout comment me comporter en tant qu'ado. Jeune fille, ado, française. Non, j'avais pas les codes. Donc, c'est vrai qu'arriver en troisième dans ces circonstances, sans connaître personne, c'est quand même un peu intense. Après, le lycée, ça a été mieux. Le lycée, après, comme je venais d'un collège et je venais plus de Chine, en fait, ça, euh, ça fait que les choses se sont mieux passées. Mais c'est vrai que, il y a une expression qui dit third culture kid en anglais. Donc, c'est le fait d'avoir une culture tierce. Et en fait, c'est vrai que moi, j'avais un peu ce syndrome, c'est-à-dire que je vivais en Chine, je vivais ma petite vie, et puis en même temps, c'est pas ma culture, en fait. Mais pas du tout, en fait. Euh, j'ai les yeux verts, je suis châtain clair, j'ai une tête, tout ce qu'on a de plus européen. Et en fait, ça collait pas, quoi. Il y avait quelque chose de pas cohérent, enfin en tout cas pas cohérent de premier abord. Et donc du coup, c'était assez difficile de rentrer dans les cases très conformistes qu'on a quand on a 14 ans. D'autant plus qu'en arrivant en France, vraiment, mon français, il était pas incroyable, quoi. J'arrivais bien sûr à me faire comprendre, enfin c'est pas du tout bien sûr, mais c'était vraiment pas au niveau, quoi. On a du mal à s'imaginer le fait pour une jeune fille de retrouver son pays natal et puis d'être complètement perdue. Et est-ce que toi, assez rapidement, à ton retour, tu as eu envie de repartir en Chine? Alors, finalement, ça s'est un peu imposé ça s'est imposé parce que mes parents ont refait une expatriation en Chine. Donc, du coup, j'y allais pour les vacances. Donc, du coup, je suis allée en Chine de façon très, très régulière, en fait, jusqu'au tour de l'année 2008, euh, je dirais. Et après, c'est plus des choix que j'ai faits d'aller en Chine à plusieurs reprises. Mais avant ça, c'était vraiment, voilà, c'était business as usual, comme on dit. Et donc, du coup, j'ai gardé quand même pendant très longtemps un lien très, très fréquent, en fait, avec la Chine. Et tu dirais que c'est à quel moment que c'est toi qui as fait la démarche d'y retourner? Bah, au moment où j'ai décidé pendant mes études que j'allais m'orienter vers ça, en fait, c'était à la base, moi, au début de mes études, je voulais pas entendre parler de la Chine. Donc, j'ai fait Sciences Po à Grenoble et à l'époque, je voulais pas, en fait. J'en avais marre, tout le monde me parlait de ça. Et moi, j'avais un peu envie d'explorer autre chose. Et donc, du coup, à l'époque, j'avais une passion qui a duré un certain temps, puisqu'elle perdure quand même encore, sur les pays d'ex-URSS, et notamment les pays avec un gros passé communiste. Donc, on reste quand même dans le même thème, hein, clairement. Et voilà. Mais ce qui m'intéressait, c'était surtout les pays d'Europe de l'Est, quoi. En particulier la République tchèque et la Slovaquie.
Et donc, du coup, j'ai fait beaucoup de choses autour de ça pendant les 3 premières années. Et j'ai fait notamment un mémoire de fin d'études sur Milan Kundera et son impact sur la politique à l'époque de la sortie de ses livres, enfin, quelque chose de ce genre. Et je me rappelle que quand je l'ai soutenu, il y a un des membres du jury qui a eu une réaction un peu, comment dire, un peu intense, où il a dit, mais en fait, je comprends pas, en fait, vous parlez mandarin, vous parlez pas tchèque, qu'est-ce que vous faites? Faites la Chine, quoi. Et je sais pas ce que ça a déclenché en moi, mais je me suis dit, bah oui, en fait, évidemment, je vais faire ça, en fait. Et je dis ça, mais j'ai quand même fait un master spécialisé sur l'Union européenne. Voilà. Mais j'ai commencé à faire des choses sur UE Chine et c'est comme ça que ça a commencé. Et puis après, j'ai fait le doctorat dans une institution européenne aussi. Enfin, il y a une logique. Mais c'est vrai qu'au début, je voulais pas en entendre parler. Donc, du coup, je dirais que c'est vraiment au moment du master à l'époque, je suis sortie en 2012. C'était une période quand même qui était très marquée par la crise économique de 2008. Donc, il y avait, en tout cas, on nous disait qu'il fallait qu'on aille vers des choses dans lesquelles on avait des facilités, en fait. Et donc, du coup, c'est comme ça que je suis partie vraiment, que je me suis spécialisée sur les liens entre l'Union européenne et la Chine. Ouais, c'est vrai que le fait de t'être retrouvé en Chine sans l'avoir vraiment décidé toi-même et te l'avoir un petit peu imposé, même si ensuite tu as pu t'adapter et tout, c'est vrai que j'imagine que forcément à l'adolescence, tu dois avoir un moment où tu te dis, bah, c'est moi qui vais faire mes décisions et du coup, tu as un peu cette relation amour-haine avec la Chine, mais finalement, tu t'es bien réconcilié avec elle depuis. Oui, oui, c'est sûr. Après, à l'époque, je me disais que je voulais pas l'instrumentaliser aussi. Enfin, je me rappelle qu'il y avait cet élément-là, c'est-à-dire que ça faisait partie de moi, de qui j'étais, de ma personne, mais que j'allais pas forcément le mettre en avant sur un CV. Et puis, en fait, je suis passée au-delà de ça après. Et aujourd'hui, je suis contente parce que au final, enfin, je fais de la Chine tous les jours et vraiment. Enfin, même si je garde une certaine distance par rapport à avant, globalement, en fait, c'est un pays qui me fascine, quoi. Donc, je fais des trucs, enfin, super intéressants. Donc tu dis par rapport à avant, c'est-à-dire qu'avant, tu avais une vision peut-être plus positive, tu voyais peut-être moins les côtés négatifs? Bah, en fait, moi, quand même, je suis spécialisée sur les questions commerciales. Et je veux dire, la Chine est quand même un acteur qui est relativement agressif, on va dire ça. Et notamment pas forcément très compatible avec les intérêts de l'UE. Donc du coup, c'est vrai que ma posture, souvent, c'est une posture un peu accusatrice et je vois ce qu'elle fait et des fois, je me dis, ah, j'ai pas envie que tu fasses ça, en fait. Enfin, si tu veux, ça me met dans une posture où systématiquement, je dis que la Chine fait mal, en fait. Mais la Chine fait pas mal. La Chine fait pas dans notre intérêt. Voilà. Mais du coup, c'est quand même ça mon métier. Donc, du coup, c'est vrai que je suis toujours en train de chercher un peu la petite bête d'un point de vue commercial, de voir comment on peut faire pour contrer ces actions. Donc, c'est une posture qui est quand même une posture, on va dire, confrontationnelle. Et en fait, la Chine, pour moi, ça a commencé quand même par une histoire de vie personnelle, quoi. Donc, du coup, c'est pas toujours évident, mais c'est vrai que maintenant, enfin, ça fait quand même très longtemps que je fais ça, ça fait plus de 10 ans. Donc, du coup, j'ai plus de recul, quoi. Et quand on regarde la situation d'un œil pas du tout spécialiste, mais tu vois, je me dis, le gros problème de la Chine, ça a été longtemps, enfin même toujours, son problème de demande domestique où les gens dépensent pas beaucoup d'argent pour acheter les produits chinois en Chine. Donc on pourrait se dire, bah, l'Europe, le vieux continent, eux, ils sont là,
il y a quand même plus d'argent pour acheter tous ces produits chinois. Donc, d'un premier abord, on se dirait que c'est un bon match entre, tu vois, la demande et l'offre. Qu'est-ce qui fait que, justement, tu observes que c'est finalement plus une confrontation qu'un bon partenariat? Aujourd'hui, c'est une confrontation parce que, il y a des questions sécuritaires, qui se mettent au milieu. C'est-à-dire qu'effectivement, si, l'Union européenne et la Chine se comportaient comme des acteurs, économiques, parfaitement, rationnels, ça serait un excellent match. Et d'ailleurs, pendant très longtemps, ça a été un excellent match. Faut pas oublier que, enfin, en 2016, l'Union européenne et la Chine, c'était la première relation commerciale au monde, devant la relation entre les États-Unis et l'Union européenne. Donc, je veux dire, en termes de volume et même d'argent, c'était quand même la relation la plus importante au monde. Donc, clairement, c'était un bon match. Aujourd'hui, si tu veux, la Chine est une très grande puissance, que ça soit, d'un point de vue commercial, mais pas que. Nous, on est une puissance commerciale, mais on n'est pas une puissance militaire. Donc, du coup, on a quand même, si tu veux, elle navigue sur les deux tableaux et, si elle a besoin de nous entraver, elle le fait. Pour des questions sécuritaires ou même parce que, on l'embête en fait. Par exemple, tu vois, aujourd'hui, enfin, on va y venir sûrement, mais, elle a mis, des contrôles à l'export, très importants, sur, les terres rares. Et en fait, ça, c'est une mesure préventive, c'est-à-dire que son objectif, c'est pas forcément de nous limiter complètement aujourd'hui, mais c'est de mettre en place un système pour pouvoir, nous entraver, si jamais on fait des choses qui ne lui plaisent pas. Par exemple, mettre des tarifs à l'import sur les véhicules électriques, qui proviennent de chez elle. En fait, elle veut pouvoir, euh, mettre en place des mesures de représailles qui seront irrésistibles. C'est-à-dire que ce ne sera même pas une question de négociation, en fait. Si la Chine décide de couper, toutes les licences, d'export de terres rares, ben, en fait, l'industrie européenne, elle s'arrête. Donc, du coup, si tu veux, c'est la façon dont elle se comporte. Elle se comporte, comme, une grande puissance qui veut faire ce qu'elle veut. Et ça, bah, si tu veux, moi, je me positionne toujours, enfin, je travaille toujours pour, les pays de l'Union européenne ou les pays qui appartiennent à l'OTAN, en tout cas. Et, bah, ça va pas, c'est pas dans notre intérêt, quoi. Et quand on voit ce genre de levier sur un sujet aussi sensible que les terres rares, où on sait que ça concerne tellement de domaines différents, euh, tu penses que ce serait quoi le levier européen qui pourrait contrer ça pour ramener à la table de négociation et pas se faire complètement Et on n'en manger? veut pas. Je pense qu'on n'a pas de levier d'action. Je pense que la Chine va négocier avec nous parce que je pense qu'elle n'a pas envie de s'aliéner tout le monde. Elle n'a pas intérêt non plus à ce qu'il n'y ait plus du tout de commerce. Tu vois, enfin, aujourd'hui, son PIB est tellement dépendant de ses exportations, qu'elle ne peut pas se permettre non plus qu'on dise, même si je pense qu'on ne le fera jamais, hein, mais on dise, bah non, en fait, les produits chinois, on ne les achète plus. Euh, ou alors, on ne leur vend pas de haute technologie. On ne veut plus, qu'ils, investissent, dans nos entreprises. Enfin, ce genre de choses, je pense que ce n'est pas dans son intérêt. Donc, du coup, elle va venir à la table des négociations, mais est-ce qu'on a une carte maîtresse? On n'en a pas. Enfin, à l'heure actuelle, avec, sa domination, de la chaîne de production, à la fois dans l'extraction et dans le raffinage des terres rares, aujourd'hui, on n'a pas vraiment de possibilité, de la remplacer, en fait. Donc, comme, les terres rares sont nécessaires à tout ce qui, enfin, toutes les technologies qui ont besoin d'un peu d'électrification. Donc, par exemple, les panneaux solaires, les véhicules électriques, tous nos systèmes d'armement, euh, même, les avions, enfin, tout, en fait, globalement, tout ce qui est digital, ou tout ce qui a des composantes digitales, ben, en fait, elle peut, arrêter notre industrie. Enfin, on va voir, mais ça m'étonnerait qu'elle restreigne complètement les licences. Je pense que les licences, elles vont se limiter,
sûrement au secteur qu'elle veut sanctionner, plus les secteurs de la défense, éventuellement. Mais en fait, nous, et elle, on sait qu'elle a cette carte-là, quoi. Et donc, du coup, en fait, ça va déterminer toutes nos interactions avec elle. Après, la Chine, je pense que vraiment, enfin, je pense quand même qu'elle n'a pas intérêt à devenir un second Trump, quoi. C'est pas l'image qu'elle veut véhiculer. Elle veut véhiculer l'image d'un pays responsable, mais bon, elle veut véhiculer l'image d'un pays responsable vis-à-vis du Sud global. Donc, quelque part, le fait qu'elle soit, entre guillemets, un bully avec l'Union européenne, elle s'en fiche, quoi. Mais bon, à nouveau, elle est quand même très dépendante, pour l'instant, en tout cas, des exports pour son PIB. Donc, du coup, enfin, ça ne va pas être du jour au lendemain. L'Union européenne a quand même des choses à négocier, quoi. En parlant des exports, j'ai vu qu'il y avait notamment un élément qui était sur la table des négociations, c'est les graines de soja. J'ai vu que la Chine achetait quasiment toutes ses graines de soja à l'étranger. Donc, je me suis dit, mais c'est bizarre, pourquoi ils n'ont pas la capacité de cultiver leur propre soja? On se dit que c'est quand même un produit entre guillemets asiatique. Mais en fait, ils ont fait le choix de miser tout sur les céréales plutôt à consommation humaine chez eux. Et puis, du coup, tout ça vient des États-Unis. Et là, maintenant, ils se retrouvent dans une situation où ils n'ont plus de soja, quoi. Oui, c'est ça. Mais c'est du soja, enfin, c'est comme ce que tu as dit, c'est ce qui leur manque, c'est surtout le soja pour le bétail. Après, c'est contrairement aux terres rares, il y a d'autres producteurs dans le monde, notamment le Brésil. Donc, du coup, la Chine, ce qu'elle essaye de faire actuellement sur ce sujet-là, c'est de dire aux États-Unis, si vous continuez à vous comporter comme vous le faites, en fait, je vais acheter mon soja au Brésil. Et en fait, c'est pour ça que je dis que la Chine sur les terres rares, elle a vraiment une position assez unique, parce qu'elle est vraiment en domination quasi complète de l'ensemble de la chaîne de production des terres rares et qu'il n'y a pas vraiment en fait d'alternative. Voilà. Mais c'est vrai que la question, en tout cas la question du soja, c'est une question qui se négocie et d'ailleurs elle fait partie du deal qui est en train de se signer entre les États-Unis et la Chine. Et tu penses qu'on pourrait imaginer un monde où l'Europe rattrape son retard sur les terres rares et arrive à avoir leurs propres terres rares ou c'est juste impossible? Bah, à court et à moyen terme, je vois mal comment. Parce que, enfin, en fait, si tu veux, les terres rares, c'est de l'extraction de minerais, hein, clairement. Donc, du coup, c'est des industries qui sont très polluantes et qui, en général, posent plein de problèmes éthiques, environnementaux aussi. Et en fait, du coup, ce qu'on a fait jusqu'ici, c'est qu'on a laissé les autres le faire. Donc, les sites d'extraction, ils sont essentiellement sur le continent africain et en Amérique latine, hein. Et en fait, le truc qui est un peu particulier, c'est qu'on ne peut pas utiliser les terres rares comme ça, en fait. Il faut les raffiner. Et en fait, 90% du raffinage se fait en Chine. Donc, l'exportateur final, c'est la Chine. En plus de ça, c'est des matériaux qui ont une durée de vie un peu limitée parce que ça s'oxyde. Enfin, techniquement, c'est pas évident de les garder. Et donc, du coup, ce que faisaient jusqu'ici les industries, c'est qu'elles commandaient en flux tendu, quoi. Ce qu'elles ont besoin au jour le jour, voilà. Et en fait, il y a, il y a, il y a pas de capacité de stockage. Donc, du coup, on est complètement dépendant. Et pareil, en fait, un peu plus loin dans la chaîne d'approvisionnement, les aimants, bah, c'est pareil, c'est la Chine qui a un quasi-monopole, en fait, sur la production et la vente. Donc, en fait, vraiment, elle est dans une enfin, situation. C'est très compliqué d'éviter la Chine, d'autant plus que on se rend compte quand même que, si tu veux, les terres rares, c'est un truc d'industrie.
Tu vois, c'est un truc industriel. Et en fait, la Chine, on estime qu'elle est à l'origine d'à peu près 30% de la production au monde. Les estimations l'amènent autour de 40% dans 10 à 15 ans. Et en fait, du coup, c'est aussi le client premier des terres rares. Donc, tu vois, c'est compliqué d'un point de vue, si on réfléchit d'un point de vue purement de rentabilité, de créer un site d'extraction de minerais, de mettre en place tout un système pour le raffiner et en fait de savoir que ces minerais-là, en fait, on ne va jamais les vendre au premier acheteur, quoi. Enfin, c'est un système quand même qui est un peu particulier. Après, il y a quand même il y a peu de possibilités, mais il y a des possibilités qui sont en train. Enfin, voilà, il y a une négociation entre les États-Unis et l'Australie. Donc, du coup, mais bon, si tu veux, pour mettre en place un site de mine qui soit efficace dans l'extraction et dans le raffinage, il y en a pour 10 à 15 ans. Donc, oui, il y a des possibilités à long terme. Mais déjà, moi, ça me paraît enfin, peu probable. Et l'autre chose qu'a fait la Chine et qui est particulièrement redoutable, c'est que comme elle est, si tu veux, dominante sur l'ensemble de la chaîne de valeur, c'est aussi elle qui détient toute la technologie et toute la propriété intellectuelle sur les technologies de raffinage. Et en fait, dans son contrôle à l'export, elle a aussi entré ces technologies-là. Donc, du coup, un État qui voudrait devenir indépendant des terres rares chinoises, il faudrait déjà qu'il trouve un endroit, enfin, des mines, quoi. S'il n'en a pas sur son territoire, il faut qu'il trouve un pays qui soit d'accord pour qu'il extrait. Deuxièmement, qu'ils mettent en place un système de raffinage et qu'ils mettent au point en fait des technologies indigènes sur le raffinage, etc. Donc c'est long. On a l'impression comme ça, quand on découvre à quel point c'est, comme tu dis, redoutable, on a l'impression que c'est peut-être une réaction à la violence de Trump et des politiques très agressives commerciales de Trump. La question que je voulais te poser, c'est est-ce que tu penses que c'est le cas? La Chine en gros s'est adaptée au phénomène Trump pour être capable de le contrer sur plein d'aspects différents? Ou est-ce que c'est une tendance naturelle de la Chine à gagner en puissance et à devenir de plus en plus dominante? Bah, je pense qu'elle a le souhait de devenir première puissance mondiale, ça c'est assez clair, hein. Enfin, je veux dire, c'est un secret pour personne, c'est dans tous les documents, donc je dirais pas un secret. Après, je pense que Trump, il accélère quelque chose qu'elle allait faire de toute façon. Et enfin, je le vois à deux choses. Déjà, parce que sur les terres rares, euh, j'ai fait ma thèse, j'ai commencé ma thèse en 2012, je l'ai terminée en 2016. J'avais, dans mes cas d'études, j'avais les terres rares déjà. Parce que la Chine avait déjà mis des contrôles à l'export qui étaient beaucoup moins importants, enfin rien à voir avec ce qu'on voit aujourd'hui, hein, mais qui avait mis, donc il y avait un cas de contentieux à l'OMC que la Chine a perdu. Donc il y avait déjà ça qui existait. La deuxième chose à laquelle je vois que ce n'est pas vraiment une réaction à Trump, c'est que en fait, les contrôles à l'export, ils ne concernent pas que les États-Unis. Ils concernent tout le monde, en fait. Tous les États tiers doivent demander des licences au ministère du Commerce chinois, quoi. Et donc, du coup, en fait, par exemple, là, la Chine et les États-Unis, ils sont en train de trouver un deal. Ben, nous, on n'est pas dans le deal. Donc, nous, en fait, les États-Unis vont être exemptés. Enfin, on va continuer à leur envoyer des terres rares depuis la Chine, mais nous, non. Donc, du coup, je veux dire, il y a quand même un sujet, quoi. C'est-à-dire que je pense qu'elle veut vraiment pouvoir mettre des espèces de kill switch commerciaux, tu vois. C'est-à-dire de mettre en place un système où en fait tu sais que tu peux rien faire contre elle parce que si en fait tu fais quoi que ce soit contre elle, ben, c'est échec et mat. Tu vois, et du coup, on n'est pas du tout dans une logique de négociation habituelle. On est quand même dans une logique quand même un peu de soumission du monde à la volonté chinoise. Donc du coup,
Après, elle a appris de son maître, hein. Les contrôles à l'export, c'est la spécialité des États-Unis. Du coup, mais bon, les États-Unis étaient avaient une stratégie qui était différente. La Chine a choisi un secteur qui concerne à peu près tout ce qui est digital, donc c'est extrêmement large. Les États-Unis ont décidé de targeter uniquement la Chine. Et en plus de ça, ils ont choisi les semi-conducteurs, qui sont un secteur de très, très, comment dire, de la technologie extrêmement avancée, quoi, si tu veux, et où il y a très, très peu d'acteurs qui sont concernés. Alors que là, la stratégie chinoise de contrôle à l'export, bah, elle target tout le monde et un champ industriel extrêmement large, tout ce qui est digital. Et en sachant ça, là, j'ai l'impression que effectivement, la rencontre entre Trump et Xi Jinping dans les prochaines heures, les gens ont l'air d'être plutôt positifs en disant qu'ils vont trouver un deal et que les choses vont se calmer un petit peu. En dehors de cette négociation-là, comment est-ce que toi, tu vois l'avenir proche, disons 2, 3, 5 ans? Est-ce que tu es inquiète pour l'escalade des tensions ou est-ce que tu penses que ça va se maintenir en cette espèce de ping-pong permanent où ça reste à un niveau commercial? Comment tu vois un petit peu le développement à moyen, court terme? Donc, je pense que sur le plan États-Unis-Chine, à mon avis, ça va rester, ça va peut-être escalader à des moments, mais alors, j'ai jamais été très bonne pour la prospective. En général, j'ai tort, donc je préfère quand même te le dire. Mais j'ai peur, j'ai pas trop peur d'un vrai conflit ouvert à haute intensité entre les États-Unis et la Chine, parce que je pense que les deux auraient trop à perdre. Donc, par contre, ça peut se jouer sur un- comment dire, un conflit de proxy, quoi. C'est-à-dire, ben voilà, ils soutiennent chacun une puissance, et notamment, je pense que le risque d'escalade du conflit ukrainien est très important, à mon sens, parce que justement, ben, a priori, on verra si ça se réalise, mais a priori, l'Ukraine serait soutenue par les États-Unis et l'Union européenne, alors que la Russie est soutenue par la Chine. Après, je pense que ce que la Chine essaye de faire, et c'est pas forcément ce que fait les États-Unis d'ailleurs, mais ce que la Chine essaye de faire, c'est de se dégager de toutes ces très grandes dépendances. Euh, et notamment de se dégager de sa dépendance au dollar, en créant en fait des canaux alternatifs de paiement qui ne passeraient pas par le dollar parce qu'elle a très peur des sanctions que les États-Unis ont débranché la Russie du système Switch. Ça c'est quelque chose qui fait peur à la Chine parce que, comme je disais tout à l'heure, hein, une grande partie de son PIB dépend des exports. Donc, si elle ne peut plus exporter et qu'elle ne peut plus rentrer de l'argent comme ça, elle va avoir quand même un gros problème de trésorerie assez rapidement. Et en fait, là, actuellement, on estime que 50% de ces échanges ne sont pas faits en dollars aujourd'hui. Donc, elle est quand même en train de progresser sur ce sujet-là. Mais je dirais que ça, c'est ce qui lui fait le plus peur. Alors justement, c'est chouette que tu arrives dans ces eaux-là parce que on a parlé de la puissance et de la domination chinoise et pour parler un petit peu des faiblesses, on a parlé de la demande domestique très faible, de la dépendance aux exports, de ce que tu dis, cette fragilité par rapport au système de paiement international et au dollar. Est-ce que tu vois d'autres faiblesses et notamment, j'allais dire, la faiblesse entre guillemets que j'ai en tête, c'est lié au côté très monolithique du parti communiste chinois où on a l'impression que, alors oui, c'est très efficace quand il s'agit de prendre des décisions, mais en même temps, tu as très peu de contre-pouvoirs qui viennent te dire, là, on fait une erreur, là, tu vois, ce genre de choses qu'on pourrait imaginer que dans une démocratie, on pourrait espérer que c'est plus, disons qu'on encourage plus les contre-pouvoirs. Comment est-ce que tu vois ça, les choses? Est-ce que tu vois d'autres faiblesses? Est-ce que tu penses que ça en est vraiment une? Je pense que le système politique chinois est une faiblesse, mais moi, je n'ai pas exactement la même vision que toi, c'est-à-dire que je trouve que ce n'est pas très efficace.
Dans le sens où, enfin, en tout cas, pas plus efficace que chez nous. C'est-à-dire que c'est pas parce que Xi Jinping décide un truc, en fait, que ça magiquement, enfin, de façon magique, ça se passe. Pour moi, la Chine, elle fonctionne de facto comme une fédération d'États, même si elle se dit unitaire, en fait, très clairement, enfin, la Chine, c'est tellement grand que chaque territoire a des enjeux très différents les uns des autres, hein, comment dire, des faiblesses et des avantages qui sont très divers. Et donc, du coup, même dans la façon dont ça fonctionne, en fait, quand il y a une directive qui vient de Xi Jinping ou qui vient du pouvoir central, il y a, comment dire, en fait, il y a la marge de manœuvre pour l'adapter aux spécificités locales en Chine. Et en fait, on le voit que très clairement, ça fonctionne pas du tout le temps, ça. Il y a des articles, alors ça va paraître incongru, hein, mais j'ai lu un article récemment qui disait que bah, en fait, le tri sélectif n'était mis en place quasiment nulle part en Chine aujourd'hui pour la simple et bonne raison que en fait, les provinces ne souhaitent pas le mettre en place parce qu'ils n'ont aucune incitation individuelle à le faire. Parce que, par exemple, les questions environnementales ne sont pas sur leur évaluation annuelle, contrairement, par exemple, au PIB, enfin, à la croissance de leur province. Voilà. Donc, du coup, pour moi, je dirais que c'est plutôt, je pense qu'il peut pécher par un excès de contrôle. C'est-à-dire que la Chine devienne tellement restrictive que les gens se sentent tellement enfermés. Ce que je trouve particulier avec la Chine, c'est que en fait, on est un système qui soit si dur avec une population si éduquée. Parce que la population chinoise est très éduquée, hein. Ils vont loin. Enfin, je veux dire, il y a vraiment beaucoup d'éducation, quoi, de la population. Et en même temps, on a un système qui est répressif, quoi, qui est très fortement répressif. Et je pense que on le voit, hein, Xi Jinping, très clairement, il augmente l'aspect répressif du régime depuis qu'il est au pouvoir. Et je me demande si au bout d'un moment, en fait, il va pas faire il y a quelque chose qui va lâcher quoi, dans la population et il va y avoir pas, je sais pas du tout quelle forme ça prendrait, une forme de révolte, mais je pense que c'est quelque chose qui est possible. Après, je sais pas si c'est probable, mais en tout cas, ça me semble possible. Une autre chose, une autre faiblesse que je vois dans le régime actuel, c'est son manque d'empathie et son manque de réflexion autour des besoins de la jeunesse et notamment de sa quête de sens. C'est-à-dire que je trouve que le parti est extrêmement conservateur sur les questions que pose la jeunesse, hein. Finalement, la Chine, c'est quand même, d'un point de vue économique, un système hybride avec un monde du travail qui est extrêmement capitaliste. Donc, on l'a vu, le mouvement 996, Neijuan et compagnie. Ben, en fait, tout ça, c'est pas contre le régime, c'est contre le système capitaliste du monde du travail, en fait, hein. Très clairement, c'est ça qui est dénoncé par la jeunesse. Et je trouve que, ben, en gros, le parti, sa réaction à ça, c'est de dire oui, 我们是中国人，我们爱吃苦. Et voilà, vous les jeunes, il faut que vous soyez résilients, il faut que vous mangiez amer, comme ils disent, il faut que en fait vous appreniez à, à vraiment accepter que c'est difficile et à le vivre quand même. Et ça, je pense que c'est pas du tout satisfaisant pour la jeunesse chinoise. Notamment parce que c'est une jeunesse quand même, enfin, en Chine, passer le Gaokao, rentrer à l'université pour les jeunes diplômés, hein, j'entends la jeunesse diplômée, bah, en fait, ils sont déçus en sortant. Ils n'ont pas une meilleure vie, ils travaillent tout le temps. Enfin, en tout cas, c'est pas en cohérence avec leurs aspirations. Et c'est un sujet, je veux dire, c'est un sujet qui touche la Chine, mais c'est un sujet qui touche tout le monde, hein. La question du sens au travail dans des modèles qui sont au moins en partie capitalistes. Je veux dire, en France, on a ces sujets-là, aux États-Unis, ils ont ces sujets-là. Et en fait, je trouve que les pouvoirs démocratiques répondent mieux à ce genre d'enjeu.
la Chine, finalement, enfin, en tout cas, Xi Jinping, il a une réaction qui est extrêmement paternaliste, extrêmement conservatrice et qui, je trouve, est complètement à côté de la plaque, en fait. Et pour moi, ça, c'est une faiblesse parce que je trouve qu'il n'y a pas vraiment, euh, comme tu disais, il n'y a pas vraiment de contre-pouvoir ou même de gens pour chuchoter à son oreille et lui dire, ouais, peut-être qu'il faudrait faire quelque chose ou dire quelque chose ou mettre des politiques en place, quoi. Clairement, c'est pas son sujet. Lui, quand il y a des problèmes de chômage des jeunes, ben, il supprime les chiffres du chômage. Enfin, on est vraiment dans une politique, une logique qui ne règle pas ces problèmes-là, qui, à mon sens, sont des problèmes quand même fondamentaux en fait, de la société chinoise. Et je pense que ça, c'est une vraie faiblesse. Ouais, c'est vrai que quand tu vois les réunions, là récemment, il y en a eu une encore à Pékin où tu vois tous les cadres du parti et tu vois la photo de famille et c'est quand même que des, que des vieux croutons. T'as jamais de sang neuf. T'as très peu de femmes, mais dans les bonhommes, c'est souvent des gens qui ont au minimum 70, entre ouais, 65 et 80 ans. Donc on sent qu'il y a aussi très peu de représentation des jeunes dans la classe politique, quoi. Oui, non, Mm. c'est clair. Et j'allais te demander, par rapport à toi, ton travail, tes activités dans l'entreprise que tu as fondée, qui s'appelle La Chimiste, où en gros tu fais beaucoup de vulgarisation, d'informations pour le public, disons, occidental. Comment est-ce que tu arrives à t'informer et à trouver des sources qui soient fiables? Et qu'est-ce que tu pourrais nous dire de ta stratégie pour faire en sorte que tu arrives à donner un son de cloche qui sonne juste? Alors déjà, moi, je travaille énormément, essentiellement pour soit des entreprises, soit des gouvernements, donc qui ont leur intérêt propre. Et en fait, moi, je ne vais pas forcément chercher, si tu veux, à avoir le... Les commandes, elles concernent souvent des politiques publiques chinoises. Et donc, du coup, en fait, moi, je m'informe en suivant, enfin, en regardant un petit peu leur documentation, en suivant les informations, en suivant, en fait, les différents comités du parti, enfin, tout ce que je peux trouver, en fait, comme source d'origine chinoise, c'est essentiellement des sources écrites. Enfin, moi, je travaille qu'en source ouverte, donc je travaille uniquement avec des sources qui sont disponibles librement sur Internet. Et en fait, je travaille énormément sur documents. Donc, en fait, si la Chine ne le dit pas, je ne vais pas le dire non plus, tu vois. Je travaille sur source. Après, sur mes sujets, il existe d'autres chercheurs, en fait, que je suis, parce que j'aime beaucoup leur travail. Il y a un monsieur, alors ça, c'est vraiment un monsieur commerce. Donc, c'est uniquement si vous vous intéressez au commerce, sinon, il ne faut pas le suivre. Il s'appelle Henri Gao. Gao. Vous le trouverez sur Twitter, sur LinkedIn, partout. Et lui, il est incroyable, hein, il sait tout sur tout. Enfin, vraiment, en fait, il est très en amont. Quand il y a quelque chose qui sort, il est tout de suite au courant. Donc, pour ça, je le suis. Après, il y a je ne sais pas si vous connaissez la newsletter qui s'appelle Sinocism. Je ne sais pas si tu la connais, de Bill Bishop, qui est une newsletter sur la Chine, son fonctionnement, le parti, et qui, en fait, est quand même vraiment très, très suivie dans le milieu. Et je trouve qu'il y a souvent des choses passionnantes. Le monsieur a passé énormément de temps en Chine. Et en même temps, il a ce recul-là. Voilà. Voilà, il est pas en Chine aujourd'hui. Donc, du coup, c'est assez agréable à lire. Sur mes sujets particulièrement, donc les questions de tech comme les terres rares, il y a une chercheuse qui s'appelle Rebecca Archesati, que je trouve vraiment passionnante, en fait. Voilà. Et enfin, en français, c'est la seule que je citerai, il y a une jeune chercheuse qui travaille plus sur les ingérences de la Chine, qui s'appelle Marie Iliquin. Et pareil que vous trouverez. Donc ça, c'est les 4 que je recommanderais absolument de suivre. Génial. Merci beaucoup pour ce partage. Et au-delà de ça, de ta spécialité, est-ce que tu aurais des œuvres à recommander pour les gens qui s'intéressent à la Chine, que ce soit des œuvres musicales, littéraires ou cinématographiques? Oui, alors j'en ai 3 en fait. Je vais recommander un film qui s'appelle Seeds de 99. Donc en anglais, c'est The Shower. Je
crois qu'il est disponible. Je crois enfin, on peut le voir, on peut le louer et l'acheter, j'ai vérifié. Et en fait, ce film, ça parle de Pékin et c'est vraiment le Pékin de quand j'étais enfant. Donc, du coup, ça parle de bains publics et d'une famille qui gère des bains publics. C'est très drôle. Et c'est vraiment sur bah, ce Pékin qui disparaît, en fait, hein. C'est ça le sujet. Sinon, je vais recommander deux chansons. Une en hommage à mon adolescence en Chine. Donc, c'est vraiment un peu mielleux. Ça s'appelle Xing Qing de Jay Chou. Et c'est vraiment la chanson de mes 13 ans. Je l'ai chantée, rechantée, je la connais encore par cœur. Et enfin, pour finir, je vais parler d'une chanson du groupe Suwei qui s'appelle La Lianhua, qui est une chanson extrêmement connue d'un groupe de rock un peu chinois, mais cette chanson est nationaliste. Donc, elle parle du lotus, donc ça symbolise la Chine, et ça parle de la Chine qui veut regagner sa juste place dans le monde. Et je trouve comment dire, elle parle bien à notre temps, en fait. Ouais, génial. Je connais pas cette chanson, mais je vais aller l'écouter. Ça a l'air super. Et ouais, le film dont tu parles, c'est drôle parce que pendant les quelques tournages que j'ai fait à Pékin, il y a une fois où on est allé tourner dans les bains où le film a été tourné avec les deux frères Jiang Wen et son autre frère que j'ai oublié là, mais c'est un super film. J'ai beaucoup aimé aussi. Et est-ce que tu as des projets futurs de retourner en Chine? Est-ce que tu as d'autres projets dont tu voudrais parler? Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour l'avenir? J'aimerais bien un jour retourner en Chine. À l'heure actuelle, c'est pas d'actualité pour des raisons de sécurité. Je suis aussi maman d'une petite fille, donc je veux pas prendre le risque. Mais clairement, si un jour je pouvais y retourner, surtout pour y manger, je serais vraiment très preneuse. Je pense que c'est quelque chose qui va arriver, mais pas dans un futur proche. Et dans la gastronomie chinoise, qui te manque le plus, tu dirais que ce serait quoi? Enfin, je sais pas, le mapo tofu, huibo肉, yu xiang rou si, enfin, il y en a tellement. En fait, je suis vraiment une grande fan de gastronomie chinoise. Et plus j'avance en âge, plus c'est le cas. Et plus j'aime des choses que j'aimais pas enfant, comme par exemple les œufs de 100 ans, tout ça, maintenant j'adore. Et ouais, vraiment, aujourd'hui, c'est vraiment quelque chose que j'apprécierais énormément, retourner en Chine pour y manger. Ouais. Ça marche. Bon, on arrive à la fin de cet entretien, mais un grand merci Camille pour ton temps. Et puis, bah, je te souhaite le meilleur pour la suite avec la chimiste et aussi dans ta vie personnelle. J'espère que tu auras l'occasion de retourner en Chine dans de bonnes circonstances. Bah, merci beaucoup. Avec plaisir. Bonne soirée Camille. Bonne soirée.